Bienvenue sur le podcast de Gilles Berdin, auteur de la collection de livres intitulée Autour d'une bouteille qui paraissent aux éditions Elitis à Bordeaux. Nous sommes le 15 janvier 2025 et je me trouve en compagnie de Philippe Darier, directeur de l'ISVV, Institut des sciences de la vigne et du vin, situé à Villeneuve-d'Ornon, commune de la banlieue sud de Bordeaux. Alors bonjour Philippe. Bonjour Gilles. Nous ne cacherons pas que nous nous connaissons depuis de nombreuses décennies et que j'ai toujours suivi ton parcours professionnel avec une certaine admiration, c'est vrai. En fait, Philippe, tu es non pas tombé dans le tonneau quand tu étais petit, mais tu es un enfant des vignes tout de même. Absolument. Mon père était viticulteur, mon grand-père était viticulteur et je suis né dans une famille environnée du vignoble, de l'élaboration du vin, voilà, depuis ma plus jeune enfance. Et puis j'ai aidé mon père, voilà, d'abord au chai, peut-être plus encore quand j'étais étudiant parce que on rentrait au mois d'octobre et donc j'avais un mois pour faire les vinifications avec lui. J'ai commencé en 1980. Et puis, je fais ça pendant 7-8 ans. Voilà. Et puis après, je suis venu plus ponctuellement. C'est mon frère qui a pris un peu le relais. Mais j'ai toujours continué à accompagner, exercer mon activité au chai de la propriété familiale et puis aussi dans la vigne, à tailler la vigne, à lever la vigne, enfin voilà, à réaliser tous ces travaux du terrain. Je les connais bien. Est-ce que c'est indiscret de te demander sur quelle appellation c'était? C'est Voilà, donc la propriété familiale, elle est basée à Loupiac, avec une propriété qui élabore un vin liquoreux, le Château Dauphiné Rondillon, donc dont les premières mises en bouteille réalisées par mon grand-père remontent à 1928. Donc c'est un vin doux, un vin de pourriture noble, voilà, qui continue à être élaboré aujourd'hui par mon frère Jean-Christophe et qui fait partie des propriétés historiques de Loupiac. Et j'ai aussi connu la situation difficile des années 70-80, voilà, avec le fait que les vins liquoreux se vendant moins. Mon père a dû remplacer les vignes cultivées à Loupiac en partie, hein, il y a toujours le cœur qui est présent, en tout cas une partie, par des vignes de Merlot, voilà, ou de Cabernet Sauvignon greffé sur le porte-greffe SO4 quand cette situation-là avait été imposée euh, à une certaine époque. Voilà, donc j'ai connu aussi des périodes de transition dans le vignoble. Moi, j'ai moi-même participé aux plantations. Et donc, en regard de ce que vit notre filière aujourd'hui, je suis particulièrement attentif, hein, bien sûr, dans ma mission de directeur, à essayer de comprendre et puis, dans la mesure du possible, d'accompagner au mieux par des actions qui sont conduites au sein de l'Institut. On va y revenir. Mais juste, tu aurais pu choisir de reprendre la propriété familiale. Alors, je n'ai pas repris la propriété familiale parce que pour que la dimension d'interaction se fasse parfaitement bien, il faut que ce soit fluide. Alors, je me suis retrouvé dans une interaction avec mon père, qui était lui-même œnologue, ingénieur chimiste, qui était celle que lorsque j'étais en capacité de travailler avec lui, d'apporter des choses nouvelles, il n'était pas prêt psychologiquement. Voilà. Peut-être que mon tempérament un petit peu entier faisait que cette interaction n'était pas possible. Et donc, du coup, c'est avec mon frère que cette interaction s'est construite, qui lui a fait d'autres études et qui, à un moment donné, a fait le choix de revenir vers l'activité vitivinicole, donc en suivant une formation à l'époque à l'ENITA, donc le master gestionnaire de domaine viticole. Voilà, donc il a commencé son activité en 1998. Et moi, à ce moment-là, j'étais doctorant, voilà, j'avais fait ma thèse déjà, et puis j'étais recruté à l'université comme enseignant-chercheur. Donc j'étais parti sur une autre voie. Donc après, bon, voilà, j'ai toujours participé, j'ai accompagné mon père, puis après mon frère, donc j'ai toujours été là. Maintenant, mon frère bon, a toutes les compétences et expertises, et donc je l'accompagne plutôt sur des points particuliers sur lesquels il a besoin de l'aide, sur des évaluations de goût, sur des discernements de ce qu'il est amené à faire pour l'avenir, pour des plantations et des choses comme ça. D'accord. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé entre cette période-là et puis aujourd'hui, donc carrière universitaire? Voilà. Donc en fait, c'est un point important quand même. Ma thèse de doctorat a été financée par un industriel, ce qui n'était pas si habituel que cela à l'époque. Donc une entreprise qui est très bien connue sur Bordeaux, c'est la société Lafort. Donc c'était en fait au tout début on va dire du démarrage de l'entreprise qui est devenue un groupe international. Et donc j'ai été recruté par Jean-François Lafort, avec lequel je me suis tout de suite très très bien entendu. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui était quelqu'un qui avait un parcours scientifique en tant que pharmacien. Et donc, voilà, il était désireux de soutenir de la recherche. C'était un moment, en fait, qui coïncidait avec des périodes de sélection de levure, hein, qui étaient faites par mon directeur, donc Denis Dubourdieu. Donc, j'étais pleinement impliqué dans cette action. Donc, j'ai réalisé une thèse de doctorat après mon service national, entre 1988 et 1992. Et puis ensuite, il n'y avait pas de poste à l'université, donc j'ai été recruté par Jean-François Lafort comme directeur technique d'une structure qu'il venait de créer, voilà, donc visant à accompagner par l'expérimentation les viticulteurs et puis aussi à réaliser des analyses. Et donc j'ai fait ça pendant un an, ce qui m'a permis de beaucoup voyager. Ça, c'était extrêmement fructueux de découvrir en fait des vignobles beaucoup italiens, sud-américains, espagnols, mais aussi des vignobles américains. Et en fait, à ce moment-là, l'université a ouvert un poste, hein, donc qui était une ouverture soutenue par mon ancien directeur de thèse, Denis Dubourdieu, et j'ai été recruté en septembre 1994, à l'époque, à l'Institut d'œnologie. Voilà. Et donc, j'ai commencé ma carrière comme enseignant-chercheur, avec ce paradoxe qui est souvent le cas pour les enseignants-chercheurs, c'est que on recrute des chercheurs. Voilà, donc moi j'avais fait ma thèse de doctorat sur les arômes du Sauvignon. C'était les premiers travaux sur les arômes du Sauvignon, des travaux qui avaient eu pour intérêt de montrer en quoi la levure était un révélateur d'un caractère variétal. Donc ça, c'était assez nouveau. Voilà, je dois dire que pendant cette période de thèse, j'ai travaillé très très assidûment, hein, j'ai énormément travaillé, mais ça a été pour moi une vraie révélation parce que j'étais issu d'un monde voilà, du terrain vitivinicole, voilà, j'avais des connaissances pratiques, mais je n'avais pas d'ouverture sur la dimension scientifique. Et Denis Dubourdieu donc m'a mis à sensibiliser, et puis je suis complètement rentré dans cette dimension, c'est-à-dire de voir en quoi finalement la connaissance scientifique permet d'abord d'interpréter, de mieux comprendre des choix empiriques conduits par les viticulteurs, les vinificateurs, et finalement par cette connaissance scientifique, on peut contribuer à mieux les accompagner dans leurs actions d'élaboration du vin. Autrement dit, la recherche fondamentale au service de l'œnologie pratique. Voilà, exactement ça. Donc j'ai été complètement biberonné dans cette dimension qui a été pour moi une découverte au cours de la thèse et dans l'interaction avec Denis Dubourdieu. Et donc je me retrouve chercheur donc à l'Institut d'œnologie. Et puis quand on est chercheur, on a une action d'enseignement. Je n'étais pas très familiarisé. C'était quelque chose de nouveau, mais je me suis pleinement investi. Voilà, c'est quelque chose finalement qui m'a procuré et qui me procure toujours aujourd'hui beaucoup de satisfaction par l'interaction que l'on a avec les étudiants, voilà, puis éventuellement les professionnels, leur regard, l'écoute qu'ils peuvent avoir, ou au contraire l'écoute qu'ils n'ont pas si notre propos n'est pas suffisamment bien construit. Et donc il y a une exigence qui m'a, bien sûr, produit du travail, hein, voilà, mais aussi beaucoup de satisfaction. Et donc aujourd'hui même, en tant que directeur de l'Institut des sciences de la vie et du vin, j'ai une activité d'enseignement qui est moindre, parce que j'ai aussi beaucoup de tâches qu'on va qualifier de tâches administratives ou d'interaction politique, on peut l'évoquer aussi de cette manière-là. Je continue à diriger des thèses de doctorat, avec moins d'implication, parce que j'ai des collègues qui m'accompagnent, mais j'ai toujours une activité d'enseignement, une activité moindre, mais j'ai toujours une activité d'enseignement. Je suis très heureux de cette interaction avec les étudiants ou les professionnels. Je ne veux pas être indiscret, mais comment est-ce qu'on arrive à ce poste de directeur de l'ISVV ? On arrive à ce poste de directeur de l'ISVV d'abord en se mettant en retrait. Voilà, parce que paradoxalement, chaque fois que j'ai pris des responsabilités, c'est parce qu'on m'a invité à les prendre.
on m'a suggéré de les prendre. Voilà. Moi, personnellement, le fait d'avoir mon activité de recherche d'enseignement, c'est-à-dire le travail à la paillasse, comme on l'évoque souvent, quelque chose qui me satisfaisait tout à fait. Ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que, voilà, donc, en tant que maître de conférence, j'étais maître de conférence entre 1994 et 2007. En 2007, donc, un poste de professeur des universités a été ouvert, qui était quelque chose d'assez difficile parce qu'en fait, en principe, à l'université, les postes s'ouvrent quand il y a un départ en retraite. Donc mon professeur, c'était Denis Dubourdieu. Denis ne partait pas encore à la retraite. Donc l'université a je peux les remercier, donc a ouvert un poste. Donc voilà, malgré le fait que normalement, c'était pas prévu au départ, compte tenu du fait que Denis Dubourdieu partait plus tard. Et donc, dans cette activité-là, finalement, voilà, Denis, lorsque il y a eu, au niveau de la direction de l'unité de recherche œnologie, m'a fortement incité à prendre cette direction, en me disant, Philippe, vraiment, je suis convaincu que c'est toi qui as les qualités pour diriger ce groupe. Voilà. Donc pendant 10 ans, entre 2009 et 2000, même plus de 10 ans, 2021, voilà, j'ai dirigé l'unité de recherche œnologie, donc qui est une des unités de recherche donc, au sein de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Donc j'ai eu 2 mandats, donc qui ont été pour moi d'abord une action de managériale, voilà, de non pas diriger de manière autoritaire, mais de diriger voilà, en guidant le mieux possible la communauté des chercheurs. Une action aussi d'écoute des personnels techniques, parce que ça c'est très important, leur rôle dans une structure de recherche, voilà, parce que c'est souvent des gens qui ont une très très bonne volonté, voilà, et il faut que l'interaction se passe bien avec les chercheurs. Et puis aussi voilà, d'accompagnement des doctorants. Voilà, donc il y a eu des moments de grande satisfaction, des moments de grande joie, des moments plus difficiles, voilà, parce que parfois on fait aussi des erreurs. Et puis j'ai appris, voilà, donc c'était une structure on l'évoque sous tutelle, donc sous responsabilité à la fois de l'Université de Bordeaux, mais aussi d'une école d'ingénieurs Bordeaux INP et aussi de l'INRAE. Et donc dans mon interaction avec ces différentes structures, donc tutelle, donc j'ai beaucoup appris. Et en particulier dans l'interaction avec des groupes, voilà, comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que la parole soit mieux libérée, que les énergies mieux révélées, voilà, donc il y a tout un tas d'outils de la psychologie que j'ai acquis progressivement. Et donc, pendant 10 ans, j'ai assuré cette responsabilité. J'ai jugé qu'au prix de 10 ans, c'était le moment de céder ma place, voilà, parce qu'on ne va pas assumer des responsabilités en permanence. Et puis, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des talents à révéler. Voilà, donc là, j'ai vraiment assidûment recherché la personne qui pouvait prendre ma suite. Voilà, donc cette personne-là, comme moi je l'avais été en 2015, elle a été élue par la communauté. Ça, j'ai mis ça en place, en fait, une élection et non pas simplement une prise de position par cooptation. Voilà. Et cette personne, donc Patrick Lucas, qui est aujourd'hui le directeur de l'unité de recherche œnologie, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, quelqu'un de grande valeur, donc m'a demandé d'être directeur adjoint pendant 2 ans. Et puis, il s'est trouvé qu'en 2023, donc, le directeur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, Alain Blanchard, donc, a cessé souhaiter son activité, après lui aussi 10 ans de bons et loyaux services. Et donc, j'étais sollicité pour savoir si c'est une mission que j'ai acceptée. Et donc, je dois dire que ce moment-là, j'ai beaucoup pris le temps de discernement. D'abord par rapport à ma famille, voilà, j'ai 3 enfants, par rapport à mon épouse, compte tenu des exigences qu'avait cette mission. J'ai aussi, on commençait à être en sérieuse situation de difficulté dans la filière. J'ai aussi été à l'écoute de cette situation en tant que fils de viticulteur, voilà, en me disant, mais voilà, il y a un moment donné, il y a une filière en difficulté, il faut l'accompagner du mieux possible. Et donc finalement, après un temps de discernement, j'ai accepté de proposer ma candidature. Et donc j'ai soumis ma candidature au conseil de l'ISV. J'ai été élu par 20 voix sur 21 et une abstention. Voilà, donc j'ai été élu en mars 2023 pour un mandat de 5 ans. Voilà. Et donc j'essaye de m'acquitter au mieux de ma tâche. Voilà. Et par rapport à cette période de grande transition que l'on est en train de vivre dans la filière vitivinicole, on pourrait même qualifier de changement de paradigme. Voilà. Donc d'être à la fois par mon interaction avec les tutelles, donc l'INRAE, l'université. Voilà, il faut parfois aussi beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nos établissements tutelles.
mais aussi d'interaction avec la filière, parce que je suis convaincu du fait que le bon fonctionnement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, d'une activité de recherche dans un institut tel que l'Institut des sciences de la vigne et du vin, c'est une interaction entre ces différents acteurs. Voilà. Et puis bien sûr, il y a aussi les acteurs politiques, hein, en particulier la région Nouvelle-Aquitaine, voilà, voire éventuellement le ministère. Voilà. Donc c'est une activité qui m'occupe beaucoup, mais j'ai la chance d'être très bien soutenu par l'équipe administrative, en particulier la responsable administrative et financière de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et puis aussi, voilà, cet institut maintenant qui a 15 ans d'existence, c'est un institut par les précédents directeurs au sein duquel il y a une communication qui se fait de manière fluide. Voilà. Et un des points sur lesquels je suis très attaché aussi, et je l'ai exprimé dès le départ lors de ma candidature, c'est le fait qu'on renforce l'implication des acteurs des sciences humaines et sociales dans l'activité de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Donc dès le départ, ça a été souhaité que la communauté des sciences humaines et sociales fasse partie prenante de cet institut. Il faut le mentionner, donc cet institut donc, qui a été créé par Alain Rousset, il a été conseillé par Claude Allègre. Hein, donc c'est Claude Allègre, qui vient de décéder, qui a aussi parfois était un peu climato-sceptique d'une manière qui m'a un petit peu surprise, mais quelqu'un de grande valeur, et beaucoup d'hommages lui ont été rendus. Et c'est lui qui avait clairement expliqué que c'était une évidence qu'il fallait à Bordeaux avoir un institut qui non pas seulement réunisse les sciences dures, voilà, l'œnologie, les sciences de la vie, les pathologies, ainsi de suite, mais aussi les sciences humaines et sociales. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on trouve à l'ISVV? Voilà, donc à l'ISVV, on a 3 missions. On a une mission de formation, donc on a un collège au sein de l'établissement Université de Bordeaux, mais on a aussi une mission de formation en partenariat avec d'autres structures, donc une école d'ingénieurs Bordeaux Sciences Agro, aussi une mission de partenariat avec l'Université Bordeaux-Montaigne, et puis de plus en plus une mission de partenariat avec l'ensemble des formations en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc on est une structure de formation qui accueille chaque année 600 étudiants. Donc, ce n'est pas simplement des jeunes, c'est aussi des professionnels qui viennent suivre des formations. Tu connais bien le DUAD que tu as suivi, qui fait célébrer ses 50 ans cette année. Donc, formation initiale, formation tout au long de la vie. Donc, par exemple, dans le cadre du diplôme national d'œnologue, aujourd'hui, 50% de nos étudiants ont une formation par alternance. Alors que même que l'on vient de créer cette formation depuis simplement 3 ans. Donc sur cette mission formation, je suis secondé par une directrice adjointe en charge des formations, ma collègue Laurence Génie-Denis, qui en outre est vice-présidente au sein de l'Université de Bordeaux en charge de la formation tout au long de la vie. Donc j'ai vraiment une personne de qualité, de très grande qualité, pour accompagner donc l'Institut et les missions que j'ai en tant que directeur sur la formation. Elle est secondée par une directrice des études, Céline Chollet. Donc ça, c'est un premier volet, la formation. Deuxième volet, la recherche. Alors, en fait, on est dans un statut un peu particulier d'un institut au sens du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire un institut qui a une mission à la fois de formation et de recherche. Mais au sein des universités, la recherche, elle est structurée officiellement au sein des départements. Voilà, donc on est en fait un institut sur un positionnement un peu complémentaire des départements, c'est-à-dire que l'on fédère plus d'une dizaine d'unités de recherche qui sont rattachées à différents départements de l'Université de Bordeaux. Et donc, il y a dans ces unités de recherche, des unités de recherche qui sont des unités de recherche dans les sciences dures, voilà, donc les sciences de la vigne, la santé de la vigne, l'œnologie. Donc on va dire que c'est le cœur en termes de personnes. Hein. Ça concerne plus de 150 personnes. 2 de ces unités de recherche sont hébergées actuellement dans le bâtiment ISVV, donc l'unité de recherche œnologie et l'unité de recherche en sciences de la vie. Ensuite, il y a des unités de recherche qui ne sont pas hébergées, mais avec lesquelles on a des interactions. Donc il y a une unité de recherche dans le domaine des sciences économiques, voilà, qui a pris une place très importante depuis les 10 dernières années. Et pourquoi ? Parce que les sciences économiques, bien sûr, c'est la gestion, mais c'est aussi la perception des consommateurs. Et donc, on conduit aujourd'hui beaucoup de travaux pour mieux comprendre la perception du vin par les consommateurs.
Et puis, il y a des unités de recherche. Donc ça, c'est partie des efforts que je cherche à renforcer et accomplir. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà bougé depuis mon élection. C'est de réunir au sein de l'Institut des sciences de la vigne et du vin des collègues du marketing. Voilà, donc il y a une unité de recherche pour des collègues qui sont installés à Bordeaux. Donc c'est une unité de recherche de l'Université de Bordeaux qui sont installés à la Bastide. Donc, ils sont des collègues de l'Institut d'administration des entreprises au niveau de l'enseignement et qui sont des gens qui font du marketing. Et donc, ces collègues-là, je suis très satisfait parce qu'ils rentrent bien dans la boucle des activités ISDV. Et ça s'est vraiment renforcé depuis l'année dernière. Et puis, à côté de ça, on a vraiment des collègues qui sont dans le domaine sciences humaines et sociales. Donc, des collègues plutôt rattachés à l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, l'histoire, la géographie. Voilà, il y a aussi des aspects de sociologie. Et donc, leur place est très importante aujourd'hui parce que, évidemment, le monde que l'on vit aujourd'hui, la situation que l'on vit aujourd'hui, les historiens peuvent contribuer par la relecture du passé à mieux nous l'interpréter pour qu'on puisse mieux se préparer à demain. Et donc, je me réjouis aussi du fait que plusieurs collègues historiens, géographes aujourd'hui, fassent partie des acteurs d'interaction récents de l'ISDV. Alors, cette activité de la recherche, elle est structurée par un de mes collègues, donc qui est INRAE, directeur de recherche à l'INRAE, François Delmotte, qui est directeur adjoint en charge de la recherche. Et puis ensuite, au niveau de l'ISDV, il y a une activité qu'on appelle l'innovation ou le transfert, c'est-à-dire faire en sorte que les travaux qu'on va qualifier de fondamentaux, voilà, parfois nous on les voit comme plutôt appliqués, et nos collègues les travaux fondamentaux, c'est plutôt les travaux qui sont faits par les domaines des neurosciences, des sciences physiques fondamentales et ainsi de suite. Voilà, mais bon, en tout cas, ça peut être qualifié de travaux fondamentaux. Voilà, donc il faut qu'ils soient transférés, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vers la filière. Et donc il y a cette activité qui est pilotée par une de mes collègues, Stéphanie Pérez, qui est directrice adjointe en charge de lien avec la filière et des partenariats. Voilà. Et donc autour de cette activité, on a une interface très forte avec les interprofessions. Donc bien sûr, c'est le CIVB à Bordeaux, mais aussi, et moi je l'ai souhaité et puis j'ai renforcé, ça s'est beaucoup renforcé déjà depuis l'année dernière, avec le bureau du Cognac, le BNIC. Donc de manière générale avec Cognac, on a beaucoup d'interactions avec Cognac. Et puis des interactions avec les Bourguignons, les Champenois. Il y a un mois, on recevait la commission technique du bureau interprofessionnel du vin de Bourgogne. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'Institut des sciences de la vigne et du vin, bien sûr, il est inscrit dans son territoire. Il a d'abord vocation à soutenir les activités de la région de Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux en particulier. L'Institut des sciences de la vigne et du vin Bordeaux-Aquitaine. Mais il a aussi vocation à une interaction avec d'autres interprofessions, parce qu'il peut y avoir des questions très intéressantes abordées dans d'autres régions qui concernent ces régions, mais aussi peuvent concerner Bordeaux. Donc on est acteur sur l'ensemble de ces fronts. Et donc, je n'ai pas abordé la façon dont se crée cette interaction entre tous ces acteurs. Ça se crée statutairement parlant par des commissions. Donc il y a une commission formation qui se réunit au moins 4 fois par an et qui réunit l'ensemble des acteurs de la formation. Donc on discute des projets, des actions, des choses à améliorer en commun en permanence. Au niveau des commissions recherche, commissions transfert. Je n'ai pas parlé d'un sujet sur lequel l'ISDV est très inscrit depuis le début, c'est l'international. Donc il y a aussi un de mes collègues, Pierre-Louis Tessède, qui est directeur adjoint en charge des relations internationales. Pourquoi ? Parce qu'un institut comme les sciences de la vigne et du vin, c'est un institut qui a une action de visibilité au niveau international. Voilà, parce qu'il y a des instituts un peu homologues au niveau international. L'Université Davis en Californie, l'Institut Geisenheim en Allemagne, l'Australian Wine Research Institute à Adélaïde. Voilà. Donc on a un positionnement international, c'est important. Voilà. Et donc ce positionnement international, il se traduit aussi par des partenariats. Parce que, par exemple, sur la question de l'adaptation au changement climatique, c'est intéressant de faire des interactions dans des endroits où il y a d'autres cépages, où il y a d'autres conditions climatiques. Vous imaginez la situation qu'il peut y avoir en Australie. Donc, et ces partenariats, c'est des relations de confiance. Donc, il y a, je veux le mentionner, une alliance que l'on a créée avec nos collègues de l'Institut de Geisenheim et avec nos collègues australiens. Donc, l'alliance BAG, qui existe depuis 2007, donc qui a été même créé avant l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui a été très soutenu à l'époque par Denis Dubourdieu, qui était le premier directeur de l'ISDV, et qui aujourd'hui est très active. Donc on a des collaborations de recherche dans le cadre de thèses qui sont en codirection. Donc l'étudiant
séjourne pendant une partie de son temps de thèse sur un des centres, sur l'autre. Et donc, de cette manière-là, on peut aborder des questions scientifiques très intéressantes. Par exemple, par rapport à la question de l'adaptation du changement climatique de la viticulture, ben voilà, on a des environnements de climatologie variable. Par exemple, à Geisenheim, ils ont un système expérimental qui augmente artificiellement la teneur en gaz carbonique atmosphérique. Donc, on peut s'intéresser à l'impact que ça a sur la maturation des raisins. Enfin, donc, toute cette interaction est très importante. Et puis, parallèlement à cette alliance BAG en particulier, mon collègue Pierre-Louis Tasset pilote un réseau avec 70 partenaires, dont des partenaires industriels et des partenaires recherche, donc, qui s'appelle le réseau Eunoviti. Et donc ce réseau Eunoviti donc, organise des conférences, des relations entre différentes institutions, donc italiennes, espagnoles, portugaises, allemandes, bon, bien sûr américaines, mais aussi d'Amérique du Sud. Voilà. Donc il y a une communauté en fait qui interagit entre elles autour de questions. Parce que finalement on se dit que c'est plus intelligent d'interagir entre scientifiques, voilà, pour essayer par rapport aux challenges qui sont ceux des filières, bien sûr, même s'il y a on n'est pas naïf, hein, parfois des situations de concurrence entre les pays, hein, voilà, mais on pense que ça a quand même plus de fruits de voir les choses de cette manière-là. Voilà. Et puis aussi, il faut le mentionner dans la dimension internationale, c'est que l'ISDV, on organise très régulièrement des congrès internationaux. Hein, donc voilà, en 2023, on a organisé le congrès international d'œnologie. Hein, il y avait plus de 25 pays représentés, 300 participants. Voilà. Donc c'est assez scientifique. Voilà. Ces congrès internationaux, les acteurs de la filière n'y viennent pas toujours, parce que c'est en anglais, parfois c'est un peu trop fondamental. Donc on organise après des journées techniques. Voilà, dont j'en ai pas parlé, mais on organise très régulièrement à l'ISDV des journées techniques qui sont des sortes de synthèses, des points essentiels qui sont abordés pendant ces congrès scientifiques. De telle manière que ça puisse être des informations accessibles pour les professionnels de la filière. Voilà. Donc vous voyez, il y a toute une organisation qui est constituée au sein de l'ISDV pour être en capacité de former, de répondre aux enjeux de la recherche et puis, bien sûr, du transfert au niveau des professionnels, tout en intégrant les relations internationales. Bah écoute, merci beaucoup, moi j'ai beaucoup appris. Hein. Complexe quand même l'ISV, mais passionnant. Voilà, c'est vrai que c'est une structuration un peu complexe. On n'y rentre pas tout de suite. Hein. Même parfois, il faut qu'on fasse de la pédagogie régulièrement vis-à-vis des gens qui y travaillent pour bien leur expliquer le positionnement. Voilà. Et même aussi, il faut même faire aussi parfois de la pédagogie vis-à-vis de nos tutelles, hein, pour bien expliquer en quoi finalement le fait qu'une communauté, dans cette diversité, sciences dures, sciences humaines et sociales, puisse se réunir, se fédérer, c'est comme ça qu'on peut vraiment appréhender les grandes questions qui sont celles actuelles et puis de préparer demain. Alors quels sont les financements de l'ISVV? Alors, le financement de l'ISV, bien sûr, comme toute structure, ça fonctionne sur de l'appel à projet. Hein. Donc, il y a des propositions qui sont celles de l'État, qui sont celles de l'Union européenne, voilà, parfois celles de la filière vitivinicole. Hein. Et donc, les chercheurs candidatent par rapport à ces appels à projet. Hein. Donc, ça, c'est le premier moyen. Voilà. Il y a ensuite, ça c'est un dispositif sur lequel on a été très actif, hein, et je veux remercier le président du conseil de l'ISDV, Nicolas Gailly, qui a été l'ancien directeur général de Barton et Gattier, qui a été très actif pour renforcer les dispositifs mécénaux, hein, donc du mécénat par l'intermédiaire de la Fondation Bordeaux Université. Et donc, moi-même, j'ai été acteur pour la création d'une chaire, hein, donc, qui s'appelle Denis de Bourdieu, sur la qualité du vin, mais on a créé d'autres chaires sur différentes thématiques. Donc il y a une chaire pour mieux comprendre le cycle du mildiou, hein, qui est un des problèmes essentiels dans le vignoble français, particulièrement à Bordeaux. Il y a une chaire qui, là, va débuter en 2025, qui est actée, hein, soutenue par les 9 premiers crus de la Gironde, qui s'appelle chaire Adaptation au changement climatique, chaire Olivier de Serres, hein, qui est un grand agronome français de l'époque de Henri IV. Et puis il y a une chaire aussi pilotée par un de mes collègues économistes sur vigne-vin attente sociétale, voilà, donc qui a été soutenue au début par le Crédit Agricole. Donc c'est une chaire voilà, qu'on souhaite aussi poursuivre. Donc
le fait que des mécènes donnent de l'argent, ça permet aussi de financer des actions de recherche, ça permet de soutenir des personnes. Donc ça, c'est les principaux dispositifs, ils sont là. Hein. Donc, mais à côté de ça, bien sûr, il faut quand même rappeler qu'on a quand même un énorme privilège, c'est que on est des enseignants-chercheurs salariés de l'État, hein, donc salariés de l'université, on est des chercheurs salariés de INRAE, éventuellement Bordeaux Sciences Agro, l'université Bordeaux-Montaigne, donc voilà, les salaires sont pris en charge par toutes ces structures. Voilà, c'est une grosse part du budget, quoi. Donc en fait, avec les soutiens que l'on reçoit, eh bien, on finance des thèses, on finance des équipements scientifiques, on finance du fonctionnement, voilà. Donc c'est des budgets qui se montent, hein. Par exemple, pour donner un chiffre, hein, le soutien mécénal, ça se chiffre en plusieurs millions d'euros chaque année, hein, voilà. Donc c'est des montants importants, et bien sûr je remercie les mécènes qui prennent conscience de l'intérêt de soutenir nos actions. C'est pas simplement pour leur visibilité, c'est parce que vraiment ils sont convaincus du fait que, en soutenant des actions de recherche, ça permet de mieux préparer le vignoble aux enjeux de demain. Enfin. Dans les départements associés, là, dans les différentes facultés, il n'y a pas médecine ou pharmacie Oui, alors en fait, très bien, effectivement. Alors, les départements, les médecine, pharmacie, on va dire, c'est la formation, l'intitulé formation. Pour la recherche, ça s'appelle Sciences et technologies pour la santé. Voilà, c'est un département qui s'appelle comme ça. Alors, il se trouve que on n'a pas directement d'interaction avec eux, sinon d'un point de vue, parce que parfois on utilise les mêmes outils analytiques, mais il faut quand même mentionner cette chose-là, c'est que dès la création de l'ISDV, donc il y a une équipe de collègues pharmaciens qui a rejoint l'ISDV. Cette équipe de collègues pharmaciens, donc ils font leur enseignement à la faculté de pharmacie, ils sont rattachés à l'unité de recherche œnologie. Alors leur positionnement, quel est-il ? Ils s'intéressent à isoler des composants du raisin et du vin, mais aussi de la vigne, qui peuvent avoir des propriétés intéressantes par rapport aux gens de santé. Voilà, donc par exemple, il y a eu des développements de certains probiotiques, voilà, donc extraits de pigments, des anthocyanes, hein, pour un terme un peu technique. C'est aujourd'hui commercialisé dans les pharmacies, donc c'est eux qui ont fait ce travail-là. Ils ont beaucoup travaillé aussi sur la question des composants de la vigne et du vin qui pouvaient contribuer à limiter des problèmes de maladie d'Alzheimer. Voilà. En lien aussi avec l'obésité, plus récemment. Voilà. Donc ils ont quelques interactions sur ces sujets-là. Donc c'est pas dans l'optique de dire, voilà, consommer du vin, votre santé va s'en ressentir. Aujourd'hui, c'est un discours difficilement défendable dans une société de plus en plus hygiéniste, mais c'est un discours pour lequel on s'intéresse à des composants du vin et à voir de quelle manière ça peut être intéressant sur des aspects santé. Voilà. Donc ils ont des actions peu sur l'animal, c'est surtout in vitro, c'est-à-dire en fait on fait des études plutôt en laboratoire. Et puis plus récemment, ils se sont beaucoup développés sur l'intérêt de composants plus de la vigne par rapport à des activités de propriété, de protection de la vigne par rapport aux maladies. Voilà, donc il y a par exemple une famille de composés dits phénoliques qui s'appelle les stilbènes, qui ont la propriété d'empêcher, de limiter le développement de certaines maladies cryptogamiques, et en particulier le mildiou. Voilà, donc en fait, c'est un sujet très intéressant, qui continue bien sûr toujours à être très étudié par eux, d'isoler ces stilbènes dans les cèpes de vigne, dans les sarments, parce qu'on se rend compte qu'ils peuvent avoir des propriétés phytosanitaires, voilà, contre le mildiou. Alors, il y a aussi une difficulté pour ces molécules naturelles, c'est qu'elles sont sensibles au rayonnement ultraviolet, et donc elles sont facilement transformées. Donc ça, c'est des enjeux de développement qui sont aujourd'hui en cours pour faire en sorte que ces composants-là puissent être utilisés demain en complément comme produits phytosanitaires. Moi, je trouve que c'est une très belle image, finalement, qui est celle que la vigne pourrait être protégée contre les maladies qui l'altèrent par ses propres composés. On a beaucoup parlé des algues, là, à un moment donné. Alors, c'est un sujet sur lequel qu'on connaît bien, parce que c'est une entreprise qui s'appelle Immunrise, hein, que l'on accompagne.
Moi, quand j'étais directeur de l'unité d'œnologie, moi, je suis, ayant pas mal travaillé sur cette question-là, utilisation de produits appliqués à la vigne, impact œnologique, je les ai beaucoup incités à étudier quels pouvaient être éventuellement les effets non intentionnels de ces algues appliquées sur le végétal par rapport à une maturation raisin, caractéristiques des vins. Et ça, c'est un sujet, typiquement, il y a eu une communication il y a moins de 2 jours sur ce sujet-là, sur lesquels on les accompagne. Donc là, Human Rise, effectivement, ils ont un extrait d'algues marines pour lesquels il y a eu des résultats intéressants par rapport à la lutte contre le mildiou. Voilà. Et nous, on les a accompagnés pour essayer de mieux comprendre un peu la composition de ces extraits d'algues marines, et on les accompagne pour bien évaluer le fait qu'il n'y a pas d'effet non intentionnel d'un point de vue œnologique. Voilà. Donc c'est une entreprise avec laquelle on a un partenariat. Je crois qu'on a bien parlé de l'ISVV. Juste une question un peu anecdotique. Tu as parlé de Cognac et l'Armagnac. Oui, alors Cognac et Armagnac, il se trouve qu'effectivement, actuellement même, on a des interactions non, avec Cognac et avec l'Armagnac, voilà, qui peut sembler un peu surprenant parce que l'Armagnac, si on n'est pas dans la région Occitanie, mais Oui. on a cette situation assez peu fréquente. On a un post-doctorant et puis son travail de thèse, il a été aussi soutenu par la région Occitanie. Et ça fait partie de liens très anciens qu'on avait à l'époque à la faculté d'œnologie avec le Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac, le BNIA, donc qui est en particulier sa directrice Marie-Claude Ségur. Et donc aujourd'hui, il y a actuellement un garçon, Xavier Astoy, très, très bonne qualité, qui travaille sur les caractéristiques de l'Armagnac, et en particulier l'intérêt d'utiliser le Baco. Le Baco en cépage hybride, qui constitue plus de 50% dans cépagement de l'Armagnac. Mais avec le Cognac, on a très bonnes interactions avec le Bureau national international du Cognac, mais aussi avec les maisons, donc Annecy, Rémy Martin, Martel, Courvoisier. Et en fait, on a plusieurs de nos anciens élèves, d'ailleurs, qui ont été recrutés dans ces entreprises-là. Donc il y a aujourd'hui des travaux de recherche qui sont conduits, bien sûr sur les aspects viticoles, parce que là, les questions viticoles qui se passent à Bordeaux, elles sont les mêmes que celles que l'on a à Cognac, mais aussi des aspects plus œnologiques, parce que les vins de base de Cognac, ils sont des vins qu'on va distiller avant la fin du mois de mars. Il y a des vins qui sont peu protégés, voilà, donc on travaille beaucoup sur une meilleure maîtrise de la vinification et de la protection de ces vins. Et puis ensuite, il y a les eaux de vie en tant que telles. On travaille aussi sur les eaux de vie, parce que s'intéresser aux arômes du Cognac, finalement, aussi paradoxal que cela soit, ça peut aussi mieux comprendre l'arôme des vins et inversement. Donc, moi, je me réjouis. Je l'ai promu quand j'étais directeur de l'unité d'œnologie de renforcement d'interaction avec Cognac sur les aspects spiritueux. Et c'est aujourd'hui un des positionnements que l'on a aussi au sein de l'Institut des sciences de la vigne et des vins. Dernière question sur l'ISVV. Comment est-ce qu'on peut se tenir au courant de tous ces travaux ? Alors, on a un site internet. Alors, c'est vrai que toujours dans un établissement universitaire, quand on n'a pas de chargé de communication, c'est pas facile d'arriver à renforcer ce genre de poste. Donc on a des moyens propres, voilà, en particulier par le soutien mécénal, qui contribue à renforcer l'action de communication. Donc on a des personnes qui sont en stage, on a des personnes qui nous accompagnent en tant que prestataires, voilà. Et donc on essaye de faire le maximum de choses, de renseigner des informations sur le site de l'ISVV, voilà, donc sur l'aspect formation, recherche, transfert, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut télécharger, mais aussi dans les actualités, il y a il ne faut pas hésiter à aller dans les actualités de l'ISVV, et puis on est aussi bien sûr présent sur les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui un point indispensable, voilà, donc pour montrer un petit peu la façon dont on conduit nos actions. Bon, un sujet un peu plus difficile, j'ai envie de dire. Tu l'as évoqué, la situation vitivinicole française et peut-être bordelaise. Oui, c'est vrai que là, on vit une situation, moi, bien qu'étant issu du monde vitivinicole, ayant connu bien sûr des difficultés, donc je pense on est rentré dans quelque chose de vraiment nouveau, voilà, donc, qui nous incite à être très présent pour essayer d'accompagner au mieux la filière. Bon, d'abord, par nos actions d'enseignement, on va essayer de préparer au mieux les étudiants en formation initiale, former au mieux les personnes qui sont en formation tout au long de la vie. Sur quels enjeux ? Sur les enjeux d'être précis dans leur vinification, de bien connaître, en regard de l'attente sociétale, d'aller vers de plus en plus de naturalité, les meilleures façons
d'élaborer des vins en limitant l'usage des intrants, parce qu'on voit que c'est un sujet qui ne va pas faire marche arrière, ça, et c'est très bien, mais aussi par rapport à la protection du vignoble. Hein, donc on a des cycles de formation continue tout au long de la vie sur ces aspects-là. Aussi sur d'autres types de produits. Voilà, donc là, par exemple, on fait un stage sur les spiritueux. On fait aussi, alors ça peut peut-être sembler surprenant, mais on a beaucoup de transferts qu'ils aient fait sur la bière. Voilà, donc on accompagne aussi cette activité-là par des formations tout au long de la vie. Bien sûr, ensuite, donc, au travers de l'activité de recherche. Voilà, donc là, ce n'est pas une activité de recherche qui va nécessairement apporter des solutions pour tout de suite, mais donc il s'inscrit plus dans un temps long. Donc le temps long par rapport aux enjeux, d'abord, qui sont ceux du changement climatique, donc l'évolution de la climatologie, des contraintes hydriques, voilà, donc préparer la gestion du vignoble par rapport à ces aspects-là, éventuellement aller vers une évolution variétale. Bien sûr, à Bordeaux, on sait qu'on a toute une palette de variétés, mais c'est aussi la question par rapport aux problématiques des maladies cryptogamiques, des variétés résistantes. Donc là, actuellement même, donc on mène des travaux soutenus par le CIVB sur la sélection de variétés de vignes descendantes du Cabernet Franc et du Petit Verdot. Le Cabernet Franc, il faut le rappeler, c'est le père du Cabernet Sauvignon et du Merlot, donc de tous les grands cépages bordelais. Et donc on s'intéresse aujourd'hui à chercher à trouver quelques génotypes, quelques nouvelles variétés, peut-être demain, donc par leur capacité de résistance au milieu à l'oïdium, donc qui pourraient permettre de gérer un vignoble avec moins d'usage de produits phytosanitaires. Donc ça, c'est un premier point. Mais le premier des sujets sur lesquels je n'ai pas de réponse, c'est la baisse de la consommation. Et alors, par rapport à cette baisse de la consommation, donc ça, on le voit, en particulier dans notre pays, il y a deux volets. Donc d'abord, il y a un volet qui est celui de faire en sorte qu'on puisse, en tant qu'institut, contribuer à l'acculturation des consommateurs qui aujourd'hui ne connaissent pas le vin. Donc ça passe par deux volets. Donc il y a bien sûr les stages de formation à la dégustation, complément de l'école du vin du CIVB, c'est le DUAD. Voilà. Donc les gens qui veulent aller plus loin, parce ils aiment bien le vin, ils ont envie d'aller plus loin. Donc ces gens-là peuvent être très bons ambassadeurs dans notre société, voilà, et surtout la jeune génération qui a perdu cet attrait pour le vin. Et puis ensuite, moi je pense que c'est aussi une piste, c'est contribuer par des actions mobilisant nos collègues historiens et géographes sur les aspects culturels, patrimoniaux, en lien avec la vigne et le vin. Donc ça, c'est des actions que je cherche à mobiliser. Alors ça se fait bien sûr par l'intermédiaire de conférences qui sont organisées à la Cité du Vin, donc sous l'égide de l'ISDV, donc les vendanges du savoir. Donc ça peut contribuer à sensibiliser, mais aussi la réalisation de travaux qui sont menés, qui mettent en valeur toute cette histoire du vin. Voilà, c'est quand même une histoire, je ne sais pas dans quelle mesure notre société, c'est cela, qui a plus de 8000 ans d'histoire. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Et puis, très concrètement, donc on est rentré en interaction avec des collègues archéologues autour de l'analyse de pépins anciens de raisins que l'on a trouvés sur les quais de Bordeaux lorsqu'on a construit les parkings de la place Jean Jaurès et de la place de la Bourse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'intéresser à ces pépins anciens par les techniques que l'on maîtrise aujourd'hui dans le domaine de l'archéologie, c'est de pouvoir essayer de connaître la nature des cépages cultivés à Bordeaux dans des temps anciens, c'est-à-dire avant le XVIIIe siècle. Voilà. Et ça, moi, j'aimerais bien que ce projet voie le jour parce que je pense que c'est un projet qui peut contribuer si on a quelques clés de réponse, définir une histoire des cépages cultivés à Bordeaux. À Bordeaux, on sait que la vigne est cultivée depuis plus de 2000 ans. Voilà, on ne sait rien avant le XVIIIe siècle sur les cépages qui sont cultivés. Voilà, donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir le jour, parce que je pense que ça peut contribuer à sensibiliser notre société sur un autre regard que le vin alcool, le vin dans notre société quand même de plus en plus hygiéniste, le vin pinard, il y a vraiment une dimension culturelle. Et au travers de ce projet, ça c'est une proposition d'une de mes collègues historiennes, c'est de mobiliser aussi le ministère de la Culture avec ses acteurs. Voilà. Donc les services des bibliothèques municipales, les services du patrimoine de manière générale, voilà, des musées. Enfin, je pense qu'il y a des actions à conduire dans ce sens. Nous, à notre niveau, c'est-à-dire action recherche principalement, et puis formation, diffusion d'informations. Mais
voilà, le contexte, il est très difficile. Et puis, bien sûr, je compatis. Et puis, voilà, disons-le franchement, voilà, même dans notre propriété familiale, qui a une petite propriété, la situation est plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'a été dans le passé. Hein. Il y a vraiment un fort changement de paradigme. Et, et alors après, alors il y a un autre aspect qui est celui de dire, après la viticulture, s'il y a de l'arrachage, en quoi est-ce qu'on peut accompagner? Et là, c'est vrai que on n'a pas de positionnement sur cette question-là. Voilà. Alors peut-être qu'on y viendra. Bon. Mais directement, je suis désolé, mais c'est vrai que j'ai pas d'élément de réponse aujourd'hui. Est-ce qu'il existe véritablement un dénigrement bordelais? Bah, c'est toujours pareil, quoi. Quand on est un leader incontesté depuis des dizaines et des dizaines d'années, parfois un petit peu orgueilleux aussi, bah, c'est sûr que ça crée de la jalousie, ça crée de la rivalité. Bon, voilà. Et puis après, il y a aussi des éléments objectifs qui sont ceux que Bordeaux, bah, bon, aujourd'hui, la surface diminue, mais c'est quand même, et ça a été enfin, le premier vignoble français. Bon, et donc par rapport à la thématique pesticides, c'est sûr, bah, utilisant proportionnellement beaucoup plus de produits phytosanitaires que dans notre région. Voilà. Moi, je peux témoigner du fait que, connaissant bien ce sujet depuis longtemps, c'est que il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis les 30 dernières années pour limiter les traitements phytosanitaires, même si on est avec ce problème qu'on est dans une viticulture de proximité atlantique, hein, et donc il faut utiliser malheureusement plus de produits, d'où les stratégies de développement d'autres variétés, des stratégies bien sûr aussi de mieux maîtriser les maladies. Hein. C'est des programmes de recherche très ambitieux qui sont aujourd'hui en cours, hein, soutenus à la fois par l'État français, le ministère de l'Agriculture, le CIVB, aussi il y a le programme Vitirève hein, au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi des mécènes. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont conduites aujourd'hui hein, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse mieux maîtriser le développement des maladies. Voilà, demain, quoi. Mais après, voilà, il y a la climatologie qui est là, il y a des contextes environnementaux aussi qui sont là, enfin, et on fait tout ce qu'il faut, mais c'est pas simple. Est-ce que ça veut dire que inéluctablement on doit aller vers plus de bio, de biodynamie, de choses comme ça? Ouais, ça, c'est clair. Le mouvement de la naturalité au sens large, c'est un mouvement qui est évident. Hein. Bon, le bio, il faut quand même le dire, hein, le département de la Gironde est devenu le premier département français en termes de viticulture biologique. On est à 25% des viticulteurs qui sont en bio. Enfin, on n'était absolument pas là il y a pas mal d'années. Bon, la biodynamie, bon, c'est une déclinaison du bio. Hein. C'est d'abord une base de fond du bio, voilà. Mais même, il faut quand même le dire, même le bio ou la biodynamie, c'est des stratégies phytosanitaires qui utilisent des produits chimiques. Bon. Et donc, à un moment donné, on en arrive dans une situation où c'est des produits chimiques qui sont pas des produits de synthèse, hein, des produits qu'on retrouve effectivement dans la nature, mais c'est quand même des produits chimiques. Voilà. Donc, c'est un sujet qu'il va falloir bien gérer dans l'avenir. Alors, dire en fait que voilà, par exemple, que les choses sont beaucoup améliorées depuis des années, bah, typiquement, je peux en témoigner, les doses de cuivre appliquées par les viticulteurs à chaque traitement, hein, qui ont chuté quasiment d'un facteur 10 hein, en 30 ans. Voilà. Donc à chaque traitement, par la façon dont sont conduits les traitements phytosanitaires, voilà, les doses sont beaucoup plus faibles. Aussi les mesures prophylactiques, hein, voilà, c'est-à-dire en fait faire en sorte que on va prévenir le développement de la maladie avant qu'elle soit là. Les systèmes prévisionnels, enfin voilà, tout un temps d'action. Mais il est clair que la dimension de naturalité, c'est une dimension, je pense, qui est essentielle pour rejoindre l'esprit du consommateur. Il y avait un sociologue qui disait ça, Denis Dubourdieu citait souvent Claude Fischler. Ce que nous sommes, c'est ce que nous consommons. Si nous ne savons pas ce que nous consommons, nous ne savons plus qui nous sommes. Et donc, je pense que cette phrase, je ne sais pas si c'est Claude Fischler qui l'a inventée ou s'il a repris d'autres auteurs, rejoint profondément ce que l'on est, quoi. Donc, je pense qu'un des éléments qui a été celui que la société s'est alertée par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est le fait que elle s'est rendue compte qu'elle consommait des produits pour lesquels il y avait, pour les protéger, des intrants chimiques. Voilà. Et ça coince. Hein. Voilà, parce que ça rejoint
des problèmes, bien sûr, on l'a évoqué, de qui l'on est, mais ça rejoint aussi, bien sûr, des problèmes de santé, santé publique, voilà, et c'est des sujets difficiles. Et après, il y a aussi un autre volet, c'est la viticulture, quasiment seule plante cultivée sur le département de la Gironde. Donc il y a aujourd'hui les dimensions de l'agroécologie, voilà, remettre les arbres, laisser pousser les herbes, voilà, pour renforcer la biodiversité. Alors ça, je peux en témoigner, c'est un sujet sur lequel on est très actif au sein de l'Institut d'édition de la Vigne et du Vin, par des chaires, et je remercie les mécènes qui les soutiennent. Donc il y a une première chaire, voilà, donc qui s'appelle sur l'analyse du microbiote des vignes de manière générale, voilà, qui s'intéresse à cela. Et puis en même temps, avec un intérêt, c'est celui de comprendre comprenons mieux le microbiote, c'est-à-dire en fait des micro-organismes qui sont naturellement dans l'environnement. Ça peut être un élément de mieux contrôler les maladies cryptogamiques, dont le milieu. Hein, c'est aussi la biodiversité depuis les petits animaux, les calemboles qu'on retrouve dans le sol, les vers de terre, mais aussi les insectes, les ravageurs, les oiseaux. Voilà. Donc là, il y a un de mes collègues, Adrien Ruche, qui est un brillant chercheur à INRAE, qui dirige qui a un réseau qui s'appelle le réseau Bacchus, donc sur le territoire du Libournais, de l'Entre-deux-Mers, et qui s'intéresse très précisément à mesurer des indicateurs de la biodiversité, tels que autour des éléments que j'ai décrits, en lien avec des aspects d'agroforesterie. Voilà. Ça, c'est un sujet très important. Et puis ensuite, il faut avoir aussi à l'esprit le fait que l'évolution de la biodiversité, c'est aussi l'évolution des micro-organismes sur la baie de raisin, des micro-organismes qui vont assurer les fermentations. Et là, je remercie et félicite mes collègues Patrick Lucas et Isabelle Masneuf-Pourmarède, qui ont lancé, il y a maintenant 2 ans, l'Observatoire de la biodiversité des micro-organismes œnologiques. Ils ont d'ailleurs fait une présentation au forum du CIVB hier, le 14 janvier, et qui a bien montré l'importance de mieux comprendre aussi cette biodiversité dans le cadre des fermentations, en lien avec ce qui se passe dans l'environnement. Voilà. Et donc, oui, sur cette question-là, le CIVB, l'ISDV est très actif, hein, bien sûr aussi avec le soutien du CIVB, parce que c'est un des enjeux essentiels pour accroître encore la dimension de naturalité. Et quand l'ISDV a été créé, Denis Dubourdieu, il avait choisi 3 mots-clés. Le mot-clé environnement, le mot-clé qualité et le mot-clé marché. Bon, marché, on comprend, voilà, soutenir l'activité commerciale, ce qu'on essaye de faire avec les économistes, les gens du marketing, au niveau de la recherche. La qualité, bon, on le partage bien, et l'environnement. Et par rapport à l'environnement, il ne raisonnait pas seulement sur l'idée de faire en sorte qu'on arrive à mieux s'adapter au changement climatique, mieux maîtriser. Non, de faire en sorte que, par des travaux conduits au sein de cet institut, bien sûr en partenariat avec tout un tas d'autres structures de recherche, on contribue à faire en sorte que la viticulture soit parfaitement acceptée, admise dans les territoires, par la société. Voilà. Qu'on ne se pose pas la question de savoir que la viticulture soit quelque chose qui vienne perturber les écosystèmes. Au contraire, voilà. Bien sûr, la dimension paysagère, mais aussi la dimension environnementale. Voilà. Et donc ça, c'est un des enjeux. Bien sûr, moi je vais y participer très modestement sur mon mandat, mais qui est en tout cas un enjeu très fortement inscrit dans notre ADN, voilà, de faire en sorte que la recherche contribue aussi à faire en sorte que la viticulture, voilà, soit parfaitement inscrite dans l'environnement. Voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, elle va contribuer à retrouver aussi, c'est un des éléments qui va contribuer à faire en sorte qu'elle va retrouver sa place dans la société, peut-être vis-à-vis de la nouvelle génération. Ça me ravit ce que tu dis, et on ne va pas cacher qu'en off, on a parlé de Nicolas Joly et de la biodynamie. Il me semble que Steiner, il avait déjà dit qu'il fallait mettre dans les vignes des vaches, des poules, enfin toute une faune et toute une flore. C'est pas nouveau comme... Oui, c'est pas nouveau, mais en même temps, il y a le fait de le dire, d'avoir une conviction du fait qu'il faut faire les choses comme ça, et puis il y a aussi le fait de démontrer Voilà. que ce que l'on fait a vraiment un sens. Voilà. Parce que bon, il y a aussi chez Steiner, il y a l'anthroposophie. Bon, et là, je me suis quand même renseigné sur le sujet. Mais il y a quand même beaucoup des éléments qui nous montrent que les observations ne sont pas robustes.
Voilà. Il y a parfois des tendances qui montrent que le cycle lunaire peut éventuellement avoir un petit effet, mais c'est pas franchement robuste, quoi, dans la plupart des cas. Donc après, il y a aussi la pratique de les bouses dans les cornes de vache. Voilà, mais là, c'est des sujets sur lesquels je pense qu'il y a un manque de travaux de manière générale, hein, pour mieux comprendre finalement. Peut-être c'est là ce qui se passe, qu'il y a une microflore qui se développe à ce moment-là, qui va avoir des propriétés microbiennes, bactéricides, antifongiques, voilà, qui peuvent être efficaces, voilà, qui vont montrer l'efficacité. Donc en fait, oui, effectivement, il y a des convictions qui ont été exprimées, et puis il faut les entendre. Voilà, maintenant, il faut aussi... c'est comme ça qu'une société avance, quoi, voilà, par des travaux rigoureux qui nous montrent que, en vérité, telle approche ou telle démarche va avoir un effet concret, quoi. C'est un peu l'une des difficultés de notre société aujourd'hui. Voilà. Il y a beaucoup de communication, de prise de parole. Parfois, il y a un manque de rigueur. Et finalement, l'information qui est diffusée, colportée, donc les gens s'y attachent parce que finalement, ça rejoint leur souhait profond. Mais en fait, c'est des ersatz, quoi. Ça ne correspond pas à la réalité, hein. Alors, je veux quand même le préciser. Aujourd'hui même, à l'ISDV, hein, il y a une thèse de doctorat qui sera soutenue l'année prochaine par une brillante étudiante, hein, voilà, qui a comparé pendant plusieurs années des modes de conduite en biodynamie par rapport à un mode de conduite en bio, hein, pour bien voir si la biodynamie apportait des spécificités sur le comportement des vies, sur la protection par rapport. Voilà, donc là, on va avoir des résultats très concrets autour de cette dimension-là, quoi. Voilà. Non, je m'insurge parfois sur le fait qu'on est dans une société de forte communication, et parfois, il y a des choses très fortes qui sont dites. Par exemple, à un moment donné, bon, voilà, il y a eu 2 personnes, voilà, je ne veux pas donner de nom et être trop désagréable, mais qui ont dit, voilà, les sols viticoles sont morts. Voilà, c'était très fort de dire ça. Les sols viticoles sont morts. Bon. Il y a eu un travail très profond, très approfondi qui a été fait par mon collègue Rangeard. Là, je vais citer de sa présentation à l'Académie d'agriculture il y a un mois. Bon, non. Non, il peut y avoir une variabilité parfois entre effectivement le sol viticole géré en viticulture conventionnelle en termes de diversité microbienne versus bio, voilà, mais les écarts ne sont pas si importants que ça, et on peut pas dire cette chose-là, quoi. Voilà. Donc c'est important, à un moment donné, par des mots forts, de faire prendre conscience à des viticulteurs, mais il faut aussi dire les choses en vérité si on veut avancer et faire avancer correctement une filière. Est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, va pouvoir apporter quelque chose en vitiviniculture? Oui. Oui. Là, je suis convaincu que l'intelligence artificielle, si on la considère comme ce que c'est-à-dire c'est un outil, effectivement, peut être utile. Et justement, c'est un sujet très important au sein de l'université, parce que nos étudiants connaissent tout à fait bien tous les outils, tous les logiciels, donc ils l'utilisent. Donc nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on a absolument vocation à être parfaitement au fait de cet outil. Qu'est-ce que je peux dire? Parce que moi, je me suis penché sur la question. Je pense que, d'abord, ce n'est pas l'intelligence au sens où on le conçoit. Ce n'est pas une initiative comme ça. C'est de l'occurrence qui se fait entre informations. Donc la proximité d'une information avec une autre va construire une réponse. Donc l'intelligence artificielle, par exemple, autour d'une question donnée, et en quelques fractions de minutes, peut nous aider à structurer un plan, par exemple, pour une présentation. Voilà. Donc ça marche très très bien. Alors là où je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a un vrai dysfonctionnement, c'est quand on veut creuser un sujet en lien avec les travaux scientifiques. Alors là, il y a une confusion totale, par exemple, dans les références bibliographiques. Donc l'intelligence artificielle invente les références bibliographiques par rapport à la réalité de ce qu'elles sont. Donc ça, vigilance par rapport à ça. Hein, la plupart des références bibliographiques sont fausses. Voilà. Je parle dans le domaine scientifique. Hein. Et puis, voilà, quand on connaît bien le sujet, que l'on creuse, voilà, il y a une partie des choses qui sont intéressantes, mais une partie des choses qui sont d'analyse erronée. Voilà. Donc, on en est au tout début, ça va extrêmement vite, et donc je suis convaincu du fait que l'intelligence artificielle, c'est un sujet sur lequel il faut absolument que l'on interagisse pour, voilà, peut-être par exemple faire des synthèses de caractéristiques de millésimes. Voilà. C'est souvent difficile d'arriver
en intégrant les aspects climatiques, pression maladie, paramètres de maturation raisin, on va dire, à faire une synthèse. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, avec des jeux de données qui sont bien construits, peut nous aider à faire cette chose-là. Donc, pour dire, voilà, tel millésime 2023, il se rapproche dans ses propriétés de tel et tel et tel. Voilà. Autrement, on prend des temps incommensuraux pour arriver à faire synthèse en lien avec les bases de données. Voilà, donc, et ça va être de mieux en mieux, ça va être de plus en plus perfectionné. C'est vraiment, je pense, un outil, ça va être un outil important de la génération de demain, hein, voilà, déjà de notre génération. Mais voilà, c'est un outil et qu'il faut regarder avec un esprit critique aussi. Voilà, donc, et en tout cas, l'université a bien pris conscience de l'importance d'intégrer cette approche-là par rapport à ses étudiants, par rapport à ses chercheurs aussi. Philippe, nous sommes le 15 janvier, il me reste 16 jours pour te présenter mes vœux. Qu'est-ce que je peux espérer pour toi et l'ISVV ? Écoute, d'abord une bonne énergie pour nous tous, pour essayer d'être mieux en capacité d'accomplir nos missions. Et puis, moi, mon souhait le plus profond, ce serait celui que, par les travaux qui sont conduits, par les innovations qui peuvent émerger, que ça puisse vraiment être utile par rapport à des enjeux de la filière. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui diffusent, mais voilà, s'il peut y avoir quelque chose d'extraordinaire, par exemple, pour contribuer à aider nos vinificateurs à amplifier encore plus le fruit dans leurs vins qui parfois sont un peu en manque, ou de dimensions de douceur sans pourtant considérer l'utilisation du saccharose. Voilà. Donc oui, je pense que ça pourrait contribuer à les aider à mieux trouver leur place sur des marchés qui sont aujourd'hui un petit peu à tonnes. Hein. Mais aussi, voilà, peut-être ça peut y contribuer par l'image de l'ISV, faire en sorte qu'il y ait une visibilité de Bordeaux qui soit renouvelée, que le monde des médias prenne plus en considération le fait que les scientifiques voilà, ne nous enferment pas, mais au contraire peuvent contribuer dans une société à apporter les clés de connaissances et prévoir un avenir meilleur. Mais c'est vrai que c'est un sujet parfois pas toujours évident à faire accepter. Eh bien, écoute, merci beaucoup Philippe pour cette interview passionnante et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur ce podcast. Je voulais aussi signaler que tu étais à l'origine de la création de ce podcast et vraiment je t'en suis gré. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines rencontres et je me permets de rappeler que la consommation d'alcool peut s'avérer nuisible pour la santé.